Je souhaiterais vous parler de l'année 2012 qui vient. Quels enjeux pour la Chine concernant l'année 2012, sans être un Cassandre, un grand visionnaire. Il est important évidemment de faire un peu de prospective pour cette année qui s'annonce cruciale pour la Chine, puisque c'est une année durant laquelle seront organisées les élections du 18e congrès du Parti communiste chinois qui auront lieu en octobre 2012 et qui verront vraisemblablement Xi Jinping et Li Keqiang consolidés dans leur nomination respectivement de président de la République populaire de Chine et de Premier ministre. Année cruciale, on le sait, parce que c'est une coïncidence dans l'ensemble du monde, en tout cas dans les grands États qui comptent, seront organisées la même année des élections tout aussi importantes aux États-Unis, en France, en Russie, en Iran. Bref, c'est l'année du dragon, comme aiment à le rappeler les Chinois. Bref, une année certainement riche en rebondissements. N'oublions pas par ailleurs que parallèlement à ces élections qui vont être organisées en République populaire de Chine, dès janvier 2012 vont avoir lieu des élections présidentielles à Taïwan, en République de Chine. Donc l'autre Chine, la Chine démocratique. Deux candidats principaux sont en lice. L'actuel président qui souhaite être reconduit dans ses fonctions, Ma Ying-jeou, et sa concurrente Tsai Ing-wen. Donc l'on sait par ailleurs l'impact important de l'évolution politique de Taïwan sur le continent et la coïncidence même de ces élections de part et d'autre du détroit de Taïwan est un événement important à rappeler. Donc, que dire par rapport à ces enjeux? D'un point de vue de la politique intérieure, ce qui pose un problème considérable au pouvoir chinois, c'est la possibilité que se donnent les migrants, les fameux Minggong, de revendiquer de plus en plus grandement leurs droits, droits syndicaux et autres. Donc le problème social est un problème qui impacte considérablement sur le devenir même de la politique chinoise. Il y a eu récemment des vagues de grèves très importantes, en particulier en zone économique spéciale sur le littoral à Shenzhen. Et surtout l'autre gros problème qui va survenir très vraisemblablement dans les prochains mois, c'est l'éclatement de la bulle spéculative autour de la question immobilière. Partout, dans tout le pays, que vous alliez du nord au sud ou d'est en ouest, se construisent des centaines de gratte-ciel qui sont vides d'habitants. Et cette campagne immobilière a été évidemment soutenue en amont par le pouvoir central. C'est une politique de grands travaux qui vise naturellement à relancer l'économie, mais c'est une économie évidemment qui n'est pas saine et qui risque de poser à terme, à très court terme, des problèmes très importants. L'autre problème essentiel pour la Chine, ce n'est plus la croissance, quoi qu'on en dise, mais bien le fait de vouloir harmoniser, tant au niveau social qu'au niveau régional, l'ensemble de la richesse du pays. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vont être développées dans les régions du Grand Ouest de nouvelles zones économiques spéciales et tout particulièrement autour de la ville, de l'oasis, devrait-on dire, de Kashgar à la frontière de l'Afghanistan. Ceci est capital, on n'en parle guère dans la presse occidentale, c'est capital parce que d'une part, c'est le gouverneur précisément de Shenzhen, cette ville mégapole qui s'est construite en quelques années seulement sur le littoral, qui est en charge de l'aménagement de cette nouvelle zone économique spéciale qui se trouve encore une fois à la frontière de toute cette nouvelle Asie centrale qui a connu son indépendance à partir de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991 et qui va offrir surtout à la Chine un point de passage névralgique entre l'extrême ouest de la Chine, la province musulmane du Xinjiang, province à majorité
en tout cas pour le sud de la province ouïghour, et toute une partie de l'Asie centrale, dont l'Afghanistan, particulièrement convoité et par les Chinois et par les Américains, dans une moindre mesure par l'Union européenne ou l'Inde, comme on le sait, pour ses richesses minières, et tout particulièrement pour ses terres rares. Donc, volonté de la Chine d'harmoniser ses rapports avec sa propre périphérie, que ce soit à l'ouest du pays ou au sud, c'est-à-dire avec les États membres de l'ASEAN. D'un point de vue stratégique, je pense que la Chine va refuser systématiquement le statut d'hyperpuissance qu'un certain nombre d'experts de la Chine tendraient à vouloir lui accoler. La Chine souhaite, d'après la phraséologie officielle, un développement pacifique, Reping Fadjuan, développement et émergence pacifique de la Chine qui peut être en effet en contradiction par ailleurs avec ses ambitions qui sont par ailleurs bien réelles, mais de toute évidence la Chine ne cherche guère à vouloir imposer un modèle, et en tout cas un modèle de développement. Ce que la Chine va très certainement vouloir développer, c'est son choix d'une diplomatie centrée sur le multilatéralisme. On le voit par rapport à deux sujets particulièrement sensibles. Le premier par rapport à la gestion même des crises par Pékin et les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, et notamment par rapport à la crise kirghize qui a eu lieu dans le courant de l'année dernière, qui a vu s'opposer deux grandes communautés, ouzbèques et kirghizes, et pour laquelle l'Organisation de coopération de Shanghai, dont la Chine a été à l'initiative dans le courant des années 90, n'est pas intervenue. Donc la Chine va devoir très certainement revivifier, revitaliser une organisation qui a essentiellement pour le moment une vocation économique. Or, la Chine va devoir précisément consolider ses atouts dans cette partie occidentale de sa périphérie la plus proche. Multilatéralisme, cela signifie aussi rapprochement tous azimuts avec les pays du BRIC. Du BRICS, devrait-on dire, si l'on inclut notamment l'Afrique du Sud, et ce par la mise en œuvre d'une politique type soft power notamment, et le développement de tous ces relais d'opinion que la Chine est en train d'aménager de par le monde, avec notamment les fameux instituts Confucius. L'autre aspect qui est évidemment crucial et d'actualité, c'est la participation de la Chine à la crise financière. Comment résoudre cette crise financière? Eh bien récemment, on le sait, le président chinois sortant, Hu Jintao, à Vienne en Autriche, a proposé l'aide de la Chine à l'Union européenne pour sortir de la crise grecque, aide qui a été refusée récemment par le président français Sarkozy, président en même temps du G20, et d'une manière tout à fait significative. À l'heure où je parle, ce soir même, les présidents américains et français vont se rencontrer pour clore ce sommet du G20. C'est une façon à peine déguisée de signifier à la partie chinoise que la famille occidentale, donc ça serait peut-être un grand retour à l'atlantisme et à la solidarité pan-occidentale, réglera entre elles, entre ses membres, cette crise financière sans l'aide des Chinois. C'est en tout cas un camouflet pour le président chinois sortant Hu Jintao, qui s'est vu botté en touche, et surtout, on le sait rétrospectivement, qui n'a pas du tout été soutenu par la majorité des membres du Politburo, et encore moins par l'opinion chinoise, qui ne soutient absolument pas cette initiative, qui ne voit pas comment un pays encore relativement pauvre, en tout cas pour une majorité de la population chinoise, viendrait légitimement apporter son aide à une population qui reste proportionnellement beaucoup plus riche, la population européenne s'entend, beaucoup plus riche que la population chinoise. Une chose est certaine, donc, c'est que ces initiatives chinoises trouvent effectivement des limites, et peut-être que nous assistons à un sursaut de l'Union européenne, à un grand retour aussi de l'Alliance atlantique,
qui est manifestement adressée également aux Chinois.